Bienvenue du coup dans Bonjour. notre dernière séance qui a été reportée du séminaire d'histoire d'Afrique de l'Ouest organisé par l'IFRA Nigeria. Nous accueillons donc cette semaine le docteur Zara Dao du département d'histoire et d'archéologie de l'université Norbert Zongo à Koudougou au Burkina Faso. Elle interviendra sur la gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso de 1960 à nos jours. Ce sera donc la dernière séance de cette session de séminaire d'histoire d'Afrique de l'Ouest avant de reprendre une nouvelle session à partir de septembre. Docteur Zara Dao, excusez-moi, à vous la parole. D'accord. Pas Bonsoir à tous. Passer d'une slide à l'autre. D'accord. Ok, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je vais présenter la gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso de 1960 à nos jours. Donc, je suis enseignante au département d'histoire et archéologie de l'université Norbert Zongo, qui est la deuxième grande université du Burkina en matière d'effectifs. Donc, ce thème est en quelque sorte une continuité de mon thème de thèse de doctorat, parce que ce thème-là était intitulé « La gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso, approche institutionnelle de 1919 à 2008 ». Donc, à partir des années 2000, il y a eu de nombreux projets qui ont été initiés par l'État. Et il s'agit, dans mes publications récentes, de voir l'impact de ces différents projets sur la réduction des crises alimentaires au Burkina Faso. Donc, c'est pourquoi j'ai proposé ce thème-là, la gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso. Donc, cette présentation va tourner autour de 3 points. Il s'agit de l'introduction, des différents résultats des différents articles et également la conclusion. Donc, en énoncé, je peux dire que la question alimentaire, c'est une question d'actualité parce que depuis la période précoloniale, le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, connaissait des crises alimentaires. Et cela est surtout dû à la situation géographique du Burkina Faso dans la bande sahélo-saharienne. Donc, quand on parle du Sahel géographique, c'est la zone située entre la zone soudanienne et le Sahara. Et depuis les années 70, on parle également du Sahel géopolitique. Quand on parle du Sahel géopolitique, c'est l'ensemble de ces pays qui ont en partage la situation de crise alimentaire. Donc, je parle de questions d'actualité de ces crises alimentaires parce que même en 2021, il y a près de 27 millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et plus précisément 2 millions au Burkina Faso. Donc, cette étude permet de connaître à mieux l'histoire économique du Burkina Faso. Donc, prochaine slide. Nous allons commencer par définir quelques termes. Et au niveau de ces termes, il y a bien sûr la crise alimentaire. Quand on parle de crise alimentaire, on entend un contexte de pénurie de ressources alimentaires regroupant la soudure, la disette et la famine. Donc, la soudure, c'est le niveau le moins élevé par rapport à la famine, qui est le niveau le plus élevé qui peut conduire à la mort d'hommes. Donc, au niveau de la gestion des crises alimentaires, c'est l'ensemble des actions qui ont été coordonnées par l'État dans les zones dites à risque afin de soulager les différentes personnes affectées par la faim. Donc, la prévention, c'est l'ensemble des actions adaptées, globales et particulières, traduisant une volonté politique pour parvenir à cette éradication. Bien sûr, pour le cas de cette présentation, nous nous intéressons à l'institution centrale, c'est-à-dire l'État. Quelles sont les actions menées par l'État dans le cadre de la gestion et de la prévention de ces crises alimentaires? Donc, ce qui nous conduit à cette problématique-là, quelles sont les politiques publiques actionnées pour la gestion des crises alimentaires et quelles sont les stratégies déployées pour les prévenir. Donc, l'objectif général ici, c'est d'analyser les politiques institutionnelles relatives aux crises alimentaires et d'analyser également leur impact sur la situation alimentaire. Prochaine slide.
Donc, nous sommes fondés sur une méthodologie et au niveau de la méthodologie, nous avons visité certains centres de documentation au Burkina Faso et également au Sénégal. Et nous avons utilisé les sources écrites qui concernent surtout les archives coloniales et postcoloniales, des archives nationales du Burkina Faso, des archives de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et des archives nationales du Sénégal. Nous avons fait également le terrain dans les zones dites à risque, surtout la région du centre, le centre-est, le centre-nord, l'est, le nord et le Sahel, qui sont surtout les zones exposées à ces crises alimentaires. En plus des sources écrites et orales, nous avons également consulté les sources en ligne. Il s'agit des sources électroniques et également des sources audiovisuelles. Ce sont des sources qui nous ont été mises à la disposition par le FESPACO et également par la RTB, c'est-à-dire la radio-télévision du Burkina Faso. Donc, en plus de ces différentes sources utilisées, il y a également la bibliographie qui concerne surtout les ouvrages généraux, les ouvrages spécialisés, les articles scientifiques, les articles de presse, les mémoires et les thèses. Il faut surtout dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu à travailler sur la question des crises alimentaires, à savoir des géographes, des journalistes, des juristes, etc. Mais il y a eu également des historiens qui se sont intéressés à la question de la crise alimentaire, à savoir Alpha Gado Bourema du Niger, qui a beaucoup travaillé sur la question des crises alimentaires et il fait autorité à la matière. Donc, le professeur Alpha Gado faisait justement partie de notre jury de thèse de doctorat. Prochain slide. Donc, dans la présentation de notre cas d'étude, le Burkina Faso a un climat soudano-sahélien de type tropical bisaisonnier, donc une longue saison sèche avec une courte saison pluvieuse, et ce qui conduit également à une certaine insuffisance et irrégularité spatio-temporelle des pluies qui joue bien sûr sur l'agriculture. Les sols également n'ont pas une grande valeur agronomique, et l'homme reste un élément de menace pour la transformation du cadre de vie, surtout le cas de l'érosion et autres. Donc, tout cela fait que au niveau de l'agriculture, les rendements ne sont pas très élevés par rapport à une population qui va grandissant. Prochain slide. Donc, nous voyons au niveau de la population de Burkina Faso de 1960 à 2020 une augmentation croissante de cette population. Au niveau du dernier recensement de 2019, on a une population d'à peu près 20 millions et quelques. Donc, une population qui va très grandissant par rapport à un taux de croissance au niveau agricole qui n'augmente pas au même rythme que la population. Donc, la conséquence, c'est des déficits céréaliers qui jouent bien sûr sur la situation alimentaire. Donc, quelles sont les différentes causes que l'on rencontre généralement du Burkina Faso? Nous avons essayé de les regrouper dans le prochain slide. Donc, au niveau de ces causes-là, il y a les causes conjoncturelles et il y a les causes structurelles. Au niveau des causes conjoncturelles, nous pouvons citer par exemple les céréales et les sécheresses, les acridiens, les inondations, les légionnaires ou encore les épidémies. Au niveau des causes structurelles, cela concerne surtout la vulnérabilité économique et la situation sécuritaire que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a une grande partie de la population du Nord et de l'Est qui ont fui la zone rouge en tant que telle pour aller se réfugier dans d'autres régions. Donc, ce qui crée un manque à gagner, surtout au niveau de la production agricole. Donc, tous ces facteurs-là ont un impact sur la production céréalière au Burkina Faso. Donc, en plus des causes conjoncturelles et structurelles, il faut savoir que la politique de développement agricole au Burkina Faso en tant que telle même est un facteur aggravant de la crise alimentaire, surtout pour la gestion du foncier et autres. Donc, il faut une meilleure gestion de ce foncier-là pour pouvoir réduire un certain nombre de problèmes dans le domaine agricole. Donc, vu ces différentes crises que le Burkina vit depuis la période de l'indépendance, l'État a jugé nécessaire de pouvoir mettre en place une politique de gestion des crises alimentaires. Et au niveau de ces politiques de gestion, ils se sont basés sur un certain nombre de structures. Donc, pour l'étude de ces crises alimentaires-là, de la gestion, nous nous sommes
intéresser aux différentes mutations qui ont existé à travers le temps. Donc, dans le prochain slide, nous avons de 1960 à nos jours, nous avons 22 années déficitaires. Donc, au niveau de ces 22 années déficitaires, il y a des périodes parfois prolongées de crise alimentaire. Nous avons par exemple les années 70 à 74 ou encore de 1983 à 1990. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Par exemple, pour les années 70-74, cela concernait surtout une crise climatique que le Sahel en général a connue, avec beaucoup de sécheresse et autres. Et pour les années 83-90, les sécheresses sévissent toujours, mais cela a été également aggravé par l'instabilité politique que le Burkina Faso a connu, parce que des années 1983 à 1990, il y a eu des coups d'État au Burkina Faso. Donc, tout cela, l'un dans l'autre, pourrait expliquer la situation alimentaire prolongée du Burkina Faso dans cette période-là. Donc, au niveau des différentes structures qui ont été mises en place, dans le prochain slide, au lendemain des indépendances à partir de 1964, ils ont créé ce qu'on a appelé la Commission nationale voltaïque de campagne de lutte contre l'enfer, qui a été créée au lendemain des sociétés indigènes de prévoyance, CIP, ou encore les sociétés de prévoyance de la colonisation. Donc, à partir des années 1970 et les grandes crises alimentaire que le Burkina Faso a connu, l'État a jugé nécessaire de scinder cette structure-là en deux. Et au niveau de ces structures-là, on a l'OFNACER, c'est-à-dire l'Office national des céréales, qui s'occupe uniquement de la gestion de la conservation des différentes céréales et veille à ce que les différents producteurs et les consommateurs puissent payer ou encore vendre la production à un prix raisonnable, sans que les commerçants ne viennent à agir dessus. Quant à la Commission nationale d'intervention de lutte contre les effets de la sécheresse, c'est en quelque sorte la phase opérationnelle de gestion des crises alimentaires, parce que c'est cette structure-là qui est plus en contact avec les populations et c'est eux qui gèrent en tant que tel la gestion de ces crises alimentaires. Donc, au niveau du prochain slide, à partir des années 1990, avec le programme d'ajustement structurel où il était imposé aux différents États d'aller à la libéralisation des différentes structures et du retrait de l'État des différentes structures, donc ils ont été obligés de mettre en place ce qu'on a appelé le Plan national d'organisation, de coordination, de secours d'urgence et de réhabilitation. Donc, ce plan devait contribuer à assurer une meilleure sécurité alimentaire des populations burkinabées par la mise au point d'un dispositif cohérent de gestion de ces crises. Et au niveau de ces dispositifs, des années 90 à nos jours, nous avons eu deux dispositifs. Donc, il s'agit d'abord du comité de réflexion de suivi de la politique céréalière, créé dans les années 1994, et ensuite du Conseil national de la sécurité alimentaire qui a été créé dans les années 2001. Donc, ces deux dispositifs s'appuient maintenant sur ces différentes structures-là qui vont être remodifiées et réorganisées afin d'être plus opérationnelles sur le terrain. Mais au niveau du plan national d'organisation, de coordination, de secours d'urgence et de réhabilitation, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et au niveau de ces procédures-là, cela se fonde bien sûr sur un certain nombre de données statistiques. Et nous avons cette statistique au niveau du prochain slide. Donc, cela est basé sur les seuils nationaux en fonction des résultats du bilan. Donc, nous avons différents types de bilans, excédentaires, équilibrés, déficitaires, très déficitaires. Donc, il y a des données qui permettent de déclencher la prise en charge des populations vulnérables. Lorsque la production a un excédent de plus de 100 000 tonnes, on peut penser que le bilan céréalier est excédentaire. Mais lorsque c'est une production qui est inférieure à près de 145 000 tonnes, ça veut dire que nous sommes dans une situation très déficitaire. Et en fonction de là, il y a des interventions qui sont adaptées à chaque type de situation. Donc, dans le prochain slide, nous avons quelques éléments d'intervention en fonction des types de crises alimentaires. Donc, nous avons par exemple des actions d'atténuation, des aides alimentaires d'urgence,
le déstockage du stock national de sécurité alimentaire ou encore le déstockage du stock financier. Donc, tout cela, par rapport à ces différentes situations, permet de pouvoir gérer un tant soit peu et de pouvoir soulager les populations vulnérables pendant les crises alimentaires. Prochain slide. Donc, au niveau de la dynamique de ces structures à partir des années 90, à partir des années 94, l'OFNASER a muté pour donner la SONAGES. La SONAGES, c'est la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Donc, la SONAGES s'occupe désormais de la gestion du stock national, de l'aide alimentaire, ainsi que la gestion du système d'information sur les marchés des produits agricoles. Et la Commission nationale de lutte contre les effets de la sécheresse a muté pour donner le CONASU, le Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation, qui est la phase opérationnelle de la prise en charge des personnes vulnérables. Oui, prochain slide. Donc, quelles sont les différentes actions qui ont été menées concrètement pour pouvoir soulager les populations? Il y a eu la création des boutiques témoins pour la vente à prix subventionné, la distribution gratuite des vivres, la régulation alimentaire. Quand on parle de régulation alimentaire, c'est lorsque on transporte les céréales des zones excédentaires vers les zones déficitaires, ou encore la lutte contre l'évasion des céréales, où parfois les commerçants préfèrent aller vendre les céréales hors du Burkina que de pouvoir ravitailler la population à l'interne. Donc, il y a des mesures qui sont prises pour éviter ce genre de situation et créer une situation d'indisponibilité alimentaire au Burkina Faso. Oui, prochain slide. Donc, en plus de pouvoir gérer les différentes crises alimentaires, l'État a jugé nécessaire, au lieu de gérer ces crises alimentaires, de plutôt les prévenir. Et au niveau de la prévention de ces crises alimentaires, il y a eu la mise en place d'un ministère en charge de l'agriculture. Au niveau de ce ministère qui a été créé à la veille des indépendances, c'est-à-dire dans les années 1957, il y a eu certes plusieurs dominations, mais l'objectif, c'est d'avoir une volonté politique afin de pouvoir rendre dynamique ce ministère-là. Donc, il s'agit également d'avoir une politique agricole stable et clairement définie afin de maîtriser en un temps soit peu le monde agricole et de conduire à une meilleure productivité alimentaire. Donc, en plus de la création du ministère, il a fallu bien sûr gérer la question du foncier. Prochain slide. Pour le foncier, cela a évolué depuis la période précoloniale à nos jours, parce que pendant la période précoloniale, c'est le chef de terre qui gérait en quelque sorte le foncier. Avec la colonisation, c'est la métropole qui a beaucoup favorisé la promotion des cultures de rente, les cultures de rapport au détriment de celles vivrières. Mais avec l'indépendance, il y a eu beaucoup de politiques qui ont été mises en œuvre. Nous avons par exemple le DEP, le discours d'orientation politique, la réforme agraire foncière ou la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Donc, il s'agit ici de pouvoir gérer la question foncière, mais il y a un grand problème avec la politique nationale de sécurisation foncière. Il est dit que le foncier appartient à 4 catégories de personnes, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les autorités coutumières et également les individus. Donc, ce qui ne facilite pas en tant que tel la gestion de ce foncier. Et le foncier est également un grand défi pour le développement agricole durable parce qu'il y a un accroissement de la population agricole, il y a la pratique de l'agrobusiness, le boom minier et la migration. Tout cela conduit bien sûr à des conflits de part et d'autre au Burkina Faso. Donc, pour pouvoir dynamiser le monde agricole et autres, il y a eu des politiques qui ont été menées au niveau du prochain slide. À partir des années 60 à 70, l'accent a été surtout mis sur la recherche et la formation, les crédits agricoles et la vulgarisation. À partir des années 70-90, avec la crise climatique que nous avons vécue, la sécheresse et autres, l'État a jugé nécessaire de développer la politique intensive hydraulique avec les cultures irriguées. Et en plus de cela, il y a eu la lutte contre l'érosion des sols et la mécanisation. À partir des années 90,
toutes ces politiques ont été renforcées, mais ils ont mis un peu plus l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Et pour cela, il y a eu des documents, des lettres, des cadres stratégiques qui ont été mis en œuvre afin de pouvoir réduire la pauvreté. Donc, nous avons la lettre d'intervention de politique de développement humain durable, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable et le plan national de développement économique et social. Donc, tout cela devait bien sûr conduire à une modernisation du monde agricole et d'avoir une meilleure productivité pour pouvoir lutter contre les crises alimentaires. Donc, nous avons dans le prochain slide quelques exemples, quelques photos qui nous permettent de voir les différentes pratiques qu'on a au Burkina Faso. Donc, dans le premier à gauche, nous avons une pompe à pédale qui est utilisée dans le cadre de l'irrigation. Nous avons le système de goutte à goutte qui permet de rationaliser l'eau. Et à droite, nous avons une charrue, la Oumanga 9, et il y a également les demi-lunes qui sont un système de restauration des sols. Donc, ce sont des pratiques qui sont faites afin de pouvoir améliorer les rendements agricoles au Burkina. Prochaine slide. Donc, au titre des différents projets qui ont été mis en œuvre et que nous essayons d'analyser leur impact, nous avons le PPIV. Le PPIV, c'est le programme de la petite irrigation villageoise, donc qui devait permettre la lutte contre le développement des cultures de contre-saison. Cela a été lancé dans les années 2001. Étant donné qu'au Burkina Faso, nous avons une courte saison pluvieuse, l'État s'est dit qu'avec cette courte saison pluvieuse, il est difficile de nourrir la population pendant toute la période sèche. Donc, il fallait développer les cultures de saison qui sont lancées généralement pendant le mois de décembre et permettent d'avoir encore 2 récoltes par année. C'est vrai que ce n'est pas très, très développé, mais quand même, cela a beaucoup d'avantages parce que grâce à la pratique de ces cultures de contre-saison, nous avons une productivité prometteuse. Les rendements sont 2 fois, voire 2,5 fois plus élevés par rapport aux cultures pluviales. Et cela permet de lutter contre les crises alimentaires parce que les récoltes sont faites pendant les périodes de soudure qui sont parfois difficiles. Et bien sûr, tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre de ce PPIV-là, il y a une incidence économique pour eux. Donc, on peut dire que la culture de contre-saison a un impact favorable dans la lutte contre les crises alimentaires. Bien sûr, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout la question de l'eau. La question de l'eau dans les différents barrages et autres qui ne sont pas parfois disponibles pendant la saison sèche. Si nous avons une pluviométrie qui n'est pas très élevée pendant la saison pluvieuse, c'est tout à fait normal qu'à une certaine période, les barrages soient secs et qu'il n'y ait plus d'eau pour pouvoir irriguer dans le cas de la lutte dans la culture de contre-saison. Prochain slide. Donc, il y a également le programme Sahara. Le programme Sahara qui a été développé dans les années 90 avec la collaboration du Maroc, du Royaume du Maroc, qui a beaucoup encouragé l'État burkinabé à aller sur cette lancée parce qu'eux-mêmes, ils avaient expérimenté cela. Donc, l'objectif, quand on parle de Sahara, c'est la pluie en langue mourée. Donc, l'objectif de ce programme Sahara, c'est de favoriser le remplissage des retenues d'eau et de pouvoir réduire les poches de sécheresse. Parce que, quoi qu'on dise, pendant la saison pluviale, parfois, il peut y avoir des poches de sécheresse allant de 10 à 14 jours, ce qui peut avoir, bien sûr, un impact sur certaines productions. Par exemple, la production du maïs est très, très fragile par rapport à ces poches de sécheresse. S'il y a une poche de sécheresse de près de 10 à 14 jours, cela va baisser beaucoup les rendements agricoles. Donc, les résultats du programme Sahara sont un peu contrastés. C'est vrai que selon les gestionnaires de ce programme Sahara, cela a permis d'augmenter la pluviométrie de 7 à 15%, mais on n'a pas pu avoir des données statistiques en tant que telles pour prouver voilà l'impact du programme Sahara sur la productivité.
Et pourtant, aujourd'hui, depuis les années 2019, le programme Sahara a pris en quelque sorte pris fin pour plusieurs raisons, parce que les coûts des intrants étaient très élevés. Il y a eu les raisons politiques pendant la transition politique que le Burkina Faso a connue. Ils n'ont pas été très favorables pour pouvoir budget en quelque sorte le programme Sahara afin que ça puisse fonctionner. Le matériel également est devenu vieillissant et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cela avec les différents hélicoptères et autres qui sont utilisés dans le cadre du programme Sahara, ils ont dû arrêter tout ça parce que le matériel volant était recherché ailleurs pour la lutte contre le terrorisme. Donc, à partir des années 2019, le programme Sahara a pris fin. Prochaine slide. Donc, en plus de cela, il y a les exploitations modernes. Quand on parle d'exploitation moderne, il s'agit de l'agrobusiness, qui est l'entrepreneuriat économique apparu dans les années 90. Les superficies vont de 6 à 256 hectares. Ce qui est intéressant au niveau des agrobusiness, c'est que ce sont des personnes qui ont suffisamment de moyens financiers afin de moderniser la production agricole et ils ont des rendements agricoles très élevés. Mais l'objectif également dans le cadre de l'entrepreneuriat économique, comme son nom l'indique, ils produisent pour vendre, mais pas pour vendre à prix subventionné ou à prix raisonnable pour que la population, toute la population puisse acheter. Eux, ils vendent pour pouvoir avoir des intérêts. Donc, cela a un impact sur la disponibilité, oui, mais l'accessibilité économique pose problème parce que le coût n'est pas raisonnable, n'est pas accessible pour tout le monde. Oui, prochaine slide. On a également les filières porteuses. Au niveau de ces filières porteuses, l'État a jugé nécessaire de promouvoir un certain nombre de filières. Et au niveau de ces filières, nous avons les cultures vivrières, à savoir les céréales, le niébé, les tubercules. Et au niveau des cultures d'exportation, le coton, les oléagineux, les fruits et légumes. Donc, au niveau de ces filières porteuses, cela a un impact parce que cela augmente la disponibilité. Même si les céréales ne suffisent pas, les tubercules ou encore les oléagineux et autres permettent de réduire un peu les crises alimentaires et permettent d'améliorer l'alimentation des populations tout en améliorant également les sources de revenus. Donc, cela a un certain impact dans la lutte contre les crises alimentaires. Prochaine slide. Donc, dans le cadre de la promotion du monde agricole depuis les années 1993, l'ex-président du Burkina Faso a jugé nécessaire de promouvoir le monde agricole en organisant chaque année ce qu'on a appelé la Journée nationale du paysan. Donc, c'est un cadre d'échange entre le président et les représentants des producteurs qui permet de discuter sur les différents problèmes que les producteurs rencontrent et de pouvoir trouver des solutions. Donc, de 1993 à 2019, cela se faisait chaque année. Mais à partir de 2019, il y a eu une grande discussion entre l'État et les producteurs. Ils ont jugé d'organiser ces journées nationales chaque 2 ans afin de pouvoir mettre en œuvre les différentes recommandations lors de ces journées et de pouvoir réduire un tant soit peu le budget alloué à l'organisation même de cette journée nationale de paysans et de pouvoir utiliser ces fonds à d'autres fins et de pouvoir mécaniser ou encore rendre disponibles les intrants agricoles pour les producteurs. Il y a eu également des foires qui sont organisées. Au niveau de ces foires-là, ce sont des foires axées sur un produit agricole et permet de mieux faire la promotion de ces produits, ce qui a bien sûr également un impact sur la disponibilité vivrière au Burkina Faso. Donc, quel impact quel effet induit on peut avoir au niveau de tous ces produits? On peut voir une évolution en dents de scie des différentes productions, superficie et rendement. Mais de toutes les céréales, là, on peut constater que jusqu'à nos jours, c'est le maïs et le riz qui ont un rendement très élevé.
donc très élevé. Nous pouvons le voir au niveau du prochain slide, au niveau des graphiques. Et nous constatons que le mil et le sorgho peinent, même avec les différentes recherches agricoles qui sont menées, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. C'est surtout le maïs et le riz où les rendements sont encore élevés. Mais les recherches se poursuivent et même la semaine passée, il y avait une foire organisée dans le cadre des unions semenciers et autres qui viennent et qui essaient de faire la promotion des différentes semences améliorées afin que les producteurs les utilisent parce que cela peut avoir un impact également sur leur productivité. Oui. Donc, quel impact il peut y avoir sur l'action institutionnelle pour la gestion? On constate qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par l'État. Nous constatons par exemple l'augmentation de la quantité stockée par l'OFNACER et la SONAGES, qui sont passés de 30 750 tonnes en 1970 à près de 45 000 tonnes en 2004. Chaque année, il y a un budget qui est alloué à la constitution des stocks céréaliers, ce qui est passé de 192 millions à 1 milliard à partir des années 2008. Donc, il y a des dons, la vente à prix social, les boutiques témoins qui permettent une prise en charge urgente et à moyen terme dans le cadre des crises alimentaires. Donc, en plus de ces efforts considérables, il y a eu la protection du marché qu'on a pu constater. Donc, par la prix des prix céréaliers, la fixation des prix céréaliers des années 70 à 90, l'interdiction de sortie des céréales en 2006 ou encore la suspension des droits de douane pour permettre l'importation de certains produits nécessaires pour l'alimentation de la population. Prochain slide. Donc, au niveau des actions institutionnelles, il y a également des difficultés. Hein. C'est vrai, l'État agit en tant que coordonnateur, contrôle la gestion des aides alimentaires et s'informe des activités des ONG et associations qui interviennent également dans le cadre de la gestion des crises alimentaires. Mais pour le cadre institutionnel, là, il y a encore beaucoup de difficultés. Et au titre de ces difficultés, on peut citer l'insuffisance des céréales, le problème de conservation de ces céréales-là, le problème de recouvrement des fonds ou encore la multitude de structures qui entraînent la lourdeur administrative. Parfois, lorsqu'il y a crise alimentaire et qu'il y a urgence d'agir, ces structures, au niveau de ces structures, il y a une lourdeur qui fait que pour déstocker les différents stocks céréaliers et les amener dans les zones à risque, cela prend beaucoup de temps. Donc, ce qui entraîne le transfert tardif des céréales dans les zones dites à risque. Et parfois, bien sûr, il y a des individus mal intentionnés qui détournent les différentes céréales et bien sûr, cela a des impacts dans les zones à risque. Donc, au niveau des impacts des autres domaines sur la crise alimentaire, c'est vrai que nous avons plus mis l'accent sur les céréales et autres, mais les cultures maraîchères contribuent également à la lutte contre les crises alimentaires, les fruits, les produits forestiers non ligneux, les produits animaliers et halieutiques. Donc, tout cela contribue bien sûr à lutter contre les crises alimentaires, la malnutrition par la consommation et la diversification des aliments. Et cela permet, de par les différentes ressources économiques qu'ils gagnent dans la vente de ces différents produits, de pouvoir préparer les campagnes agricoles ou de pouvoir s'approvisionner à vivre grâce à ces différents revenus-là. Prochaine slide. Donc, au niveau des impacts des politiques sur la consommation des mets locaux, il est vrai qu'il y a chaque année l'organisation des foires, la Semaine nationale des arts culinaires, le CIAO, le CITO et autres, qui font la promotion des mets locaux. Donc, de nos jours, avec les médias et les réseaux sociaux, qui est un moyen de communication à grande échelle, cela permet une consommation à large échelle au niveau de Burkina Faso des mets locaux dans les centres urbains. Donc, au niveau des restaurants, les cérémonies et les familles, c'est devenu une mode, une question de mode que l'on constate et qui permet la consommation de ces mets locaux. Donc, les acteurs qui interviennent dans la commercialisation de ces mets locaux, c'est une source également de revenus pour eux.
au niveau des impacts des politiques de production et de défis. Donc, l'irrigation à grande et à petite échelle est d'actualité au Burkina Faso. L'opération Sahara, bien sûr, a pris fin dans les années 97, mais n'empêche que cela a eu un effet considérable sur l'augmentation des différentes pluies. Donc, il y a également au titre des différentes causes des crises alimentaires, les acridiens. Mais depuis les années 2004, on n'a pas eu en tant que tel une crise alimentaire provoquée par les acridiens parce qu'il y a des structures qui ont été mises en place et qui permettent dès les premiers moments de pouvoir lutter contre ces crises alimentaires et ces acridiens, ce qui permet de ne pas avoir trop d'impact sur la productivité. Donc, au fil du temps, il y a eu une modernisation relative des méthodes et des techniques agricoles avec l'intensification des cultures émergentes telles que le maïs, le manioc, le blé. Et en plus de cela, on constate une complémentarité entre l'agriculture familiale et moderne et l'organisation du monde rural en tant que tel dans le cadre des coopératives et autres est une réalité. Parfois, il y a beaucoup de difficultés, mais ça fonctionne quand même. Et en conclusion, on peut retenir le fait que cette étude a des avantages parce que cela permet de valoriser les différentes sources postcoloniales, permet de contribuer à l'étude de l'histoire des crises alimentaires au Burkina Faso. Bien sûr, il y a des limites de l'étude, des différentes études, parce que l'analyse est parfois superficielle au niveau des statistiques, parce que nous avons de sérieux problèmes de statistiques au Burkina Faso. Parfois, les statistiques ne sont pas les mêmes selon les différentes sources, donc ce qui pose des difficultés d'analyse. Donc, il y a plusieurs autres domaines qui participent à la crise alimentaire contre les crises et qui participent à la lutte contre les crises alimentaires, mais nous n'avons pas encore pu étudier tous ces domaines. Donc, il s'agit par exemple du domaine de l'élevage, de la pêche, de la cueillette, de l'artisanat, de l'industrie agroalimentaire. Et bien sûr, l'État n'est pas le seul à agir dans le cadre de la gestion des crises alimentaires. Il y a les ONG, les associations qui interviennent également dans les zones à risque afin de pouvoir réduire, de soulager les populations vulnérables. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer dans le cadre de cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis un historien du Nigeria. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, c'est les côtés historiques. Une question qu'on aborde souvent, c'est une question en géographie ou en économie. Mais là, en historique, me plaît beaucoup. Donc, merci à vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser, si vous êtes d'accord, on va laisser notre public poser des questions. Le but, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Je pense qu'on peut se présenter. En plus, on a le temps de se présenter quand on pose des questions, si ça vous va. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je crois qu'on n'est même pas obligé de lever la main. Je crois qu'on est, ça va aller. Je pense qu'on est assez. Ça va aller. Qui voudrait parler en premier? Qui voudrait poser une question en premier? Moi, j'en ai une si vous êtes timide, hein, mais je vais d'abord poser au public d'abord. Je veux bien y aller. Si, Allez-y, Thomas Hubert, allez-y. Je m'appelle Thomas Hubert, je suis doctorant en histoire, donc je travaille sur le Burkina Faso et sur certaines questions de sécurité alimentaire aussi. Donc merci beaucoup pour cette présentation, docteur Dao. Je me demandais si vous pouviez, quand vous nous avez parlé de ce moment de crise alimentaire dans les années 80, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur les modalités de ces crises? C'était des questions de baisse de production, de problèmes d'approvisionnement. Et j'avais aussi une question, notamment un peu plus en arrière dans le temps, dans les années 60-70, si les organismes régionaux de développement avaient eu un impact sur cette gestion des crises ou si ça avait pas vraiment eu un effet à cette époque. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. D'accord. Je réponds directement. Allez-y, je pense que vous avez deux questions, donc allez-y. D'accord. Donc, concernant le cas des ORD, les organismes régionaux de développement qui ont été institutionnalisés dans les années 70, ces ORD intervenaient surtout dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prévention des crises alimentaires, de permettre une meilleure productivité du monde agricole.
Donc, dans ce sens-là, ils ont eu à s'appuyer beaucoup sur les instituts de recherche afin de pouvoir mettre à la disposition des différents paysans les céréales adaptées pour chaque région et de pouvoir œuvrer à l'encadrement du monde agricole. Quand je parle d'encadrement, cela concerne surtout les manières de faire au niveau de la pratique agricole. Donc, cela concerne également le paquet technologique qui accompagne tous les types de semences. Donc, au niveau de cela, quand on parle, par exemple, des semences améliorées, si vous voulez pratiquer une agriculture intensive, il va falloir utiliser, par exemple, des engrais. Et quelle quantité utiliser dans chacune des régions, c'était l'intérêt pour les ORD de pouvoir encadrer les différents paysans dans ce sens. Donc, ils ont contribué, bien sûr, à réduire, à augmenter la productivité céréalière, mais ils n'intervenaient pas en tant que tel dans la gestion. Donc, il y a, quand nous prenons par exemple les crises alimentaires des années 1980, il y a eu plusieurs facteurs qui ont conduit à ces crises alimentaires. Nous avons par exemple les sécheresses qui sévissaient toujours pendant cette période. Il y avait également les acridiens qui existaient également. Mais tout cela a été peut-être aggravé, les causes ont été aggravées parce que nous avons eu une instabilité politique pendant cette période. Donc, si nous prenons la période des années 80 à 90, nous avons eu 4 chefs d'État qui sont tous venus par coup d'État. Donc, nous avons d'abord Césaire qui a fait 2 années, Jean-Baptiste Ouédraogo qui a fait 1 année, et Thomas Sankara qui a fait 4 années, et il y a eu Blaise Compaoré qui a fait 3 années. Donc, étant donné qu'ils venaient et qu'ils n'arrivaient pas à durer, donc cela ne leur permettait pas de mettre en place des politiques efficaces afin de pouvoir développer en quelque sorte le monde agricole. Donc, tout cela ont conduit à ce qu'on a constaté pendant les années 80, c'est-à-dire une régularité des crises alimentaires pendant les années 80. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai levé ma main, je ne sais pas si... Allez-y. Pardon, on était en muet. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Dr Zara qui nous a édifié avec un certain nombre d'éléments que nous-mêmes, moi-même en tant que Burkinabé, je suis Dr Edwige Zagré de l'Université Norbert Zongo et Dr Zara, mais actuellement je suis en ambassade en Turquie. Voilà. Mais je continue à aller donner mes cours également. Donc, c'est le même pays. En tout cas, ça m'a édifié parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai également appris avec elle. Voilà. Et le thème est vraiment un thème d'actualité parce que le problème sécuritaire est aujourd'hui au Burkina Faso un problème crucial et les déplacements de population également entraînent des problèmes alimentaires. Voilà, donc le thème est vraiment très, très intéressant. OK. Et dans le cadre de la prévention, et les questions d'eau vraiment sont, je dirais, des questions très, très importantes qui aident pour régler les problèmes alimentaires. Voilà. Et elle a parlé du programme SAGA. Voilà, donc le programme SAGA, et qui a été vraiment un programme que le Burkina Faso a mis en place. Et on pensait vraiment qu'on allait pouvoir lutter contre la faim à travers ce programme-là. Voilà. Et quels sont en fait les effets induits du programme SAGA sur la productivité? Si vous pouvez nous donner ces éléments-là. Et en plus, j'ai une autre question, toujours sur la prévention. Et il est question également de résilience des producteurs au niveau du Burkina. Quel est l'apport
des bassins de collecte d'eau. Parce que là aussi, ce sont je dirais, des mécanismes que les gens ont mis en place, recueillir l'eau et pouvoir produire. Voilà. Donc, quel est l'apport des bassins de collecte des eaux, de ruissellement sur la productivité agricole? Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par la dernière question, les bassins de collecte de ruissellement. Donc, ce sont des initiatives paysannes qui a démarré dans les années 2005 dans la zone de la commune de Komsilra, plus précisément à Rawelre. Donc, dans cette zone-là, il s'agissait pour les différents paysans de creuser des bassins qui va leur permettre de recueillir l'eau de pluie et de pouvoir les utiliser en cas de poche de sécheresse. Donc, c'est en quelque sorte une irrigation d'appoint que les paysans ont pu mettre en place afin de pouvoir développer la productivité. Donc, pour le cas de Rawelre, c'est vrai que ce n'est pas seulement dans la commune de Komsilga que c'est pratiqué, dans la région du centre. Il y a également la région du centre-nord et du nord, où également ces bassins de collecte-là ont été créés. Donc, ils ont été accompagnés par l'État afin de pouvoir formaliser ces différents bassins et de pouvoir permettre de conserver le plus longtemps possible ces eaux de ruissellement. Donc, ce que nous avons pu constater et analyser au niveau de ces BCER-là, il s'agit surtout pour les différents paysans de pouvoir utiliser cette eau de ruissellement des eaux de pluie-là pour pouvoir réduire les poches de sécheresse. Et bien sûr, cela a eu un impact sur la productivité parce que en utilisant les bassins de collecte, surtout pour les spéculations qui sont concernées, dans le cas de ces bassins, il s'agit pour les céréales du maïs. Pour le maraîchage, il s'agit des oignons, il s'agit de la tomate et des poivrons. Donc, avec ces bassins de collecte-là, cela permet de gagner plus en productivité. Si, par exemple, on a au niveau du maïs une productivité qui tourne autour de 1,5 par semence, avec l'utilisation en plus de ces bassins de collecte-là, qui permet de réduire les poches de sécheresse, on va avoir une augmentation de la productivité de ces semences. Donc, cela peut aller parfois à 2 voire 3 tonnes par hectare. Donc, c'est ce qui fait que, au regard de tout cela, l'État a décidé de les accompagner parce que cela rentre dans le cadre de la résilience de ces populations, de faire face au changement climatique en tant que tel. Donc, concernant le programme Sahara, comme je le disais, c'est un programme qui a été mis en œuvre par l'État, qui devait permettre d'augmenter la pluviométrie, de favoriser le remplissage des différents barrages, surtout dans les villes, et également de pouvoir réduire les poches de sécheresse également, qui devait permettre de diminuer les crises alimentaires au Burkina Faso. Ce que nous avons pu constater, c'est que le programme Sahara n'a pas été mis en œuvre dans toutes les régions du Burkina Faso. C'est surtout à Ouaga et à Bobo où le programme Sahara a eu beaucoup d'impact. Donc, ces impacts-là ont concerné surtout l'augmentation de la pluie, comme je le disais tantôt, une augmentation qui tourne entre 7 à 15%. Mais il faut également le dire, Ouagadougou et Bobo, ce ne sont pas en quelque sorte des zones agricoles, parce que ce sont des zones urbaines. Donc, de par là, on ne peut pas tellement savoir quel est l'impact réel, en quelque sorte, du programme Sahara sur l'augmentation de la productivité. Donc, même avec cela, j'ai eu à faire un peu le terrain. Concrètement, il est difficile d'avoir des statistiques et de pouvoir analyser. Même les gestionnaires de ce programme Sahara, j'ai eu à les approcher. Eux-mêmes, ils sont parfois dépassés, surtout avec la situation qui est arrivée où le programme Sahara a pris fin. Parfois, quand vous partez même pour leur demander des informations, ils ne veulent même pas vous recevoir parce qu'ils trouvent que cela, le fait de mettre fin à ce programme Sahara-là n'a pas été... ça n'a pas, ils ne les ont pas consultés en tant que tels
pour pouvoir mettre fin à ce programme. Donc, ça pose parfois quelques frustrations et parfois, il y a eu la perte même du personnel, hein, parce qu'au fur et à mesure, l'impact n'a le regard nécessaire et ne leur donnait pas le budget nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le programme Sahara. Donc, il est difficile à ce jour-là de pouvoir présenter des résultats palpables concernant l'impact de ce programme Sahara sur la productivité. Mais si c'est sur l'augmentation de la pluviométrie, il y a quelques chiffres qui étaient cela. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu aux questions. Merci. Merci. Alors, nous avons une question de Bimbo Mopo. Alors, Bimbo Mopo est au Nigeria, avec nous d'ailleurs. Oui. La question est envoyée en anglais, je voulais la traduire. C'est une question sur aujourd'hui, Oui. sur les mesures urgentes face à la sécurité alimentaire. Quelles sont les mesures d'urgence, Quelles sont les mesures d'urgence aujourd'hui existantes au Burkina pour faire face à la sécurité alimentaire? D'accord. Si, par exemple, une crise alimentaire survient, quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir résoudre le problème? C'est ça. D'accord. Nous avons, par exemple, eu la dernière crise alimentaire de 2017-2018, où j'ai eu à faire quelques enquêtes à ce propos. Donc, au niveau de la crise, généralement, à partir du mois de janvier à mars, les statistiques agricoles sont disponibles. Et à partir de ces statistiques agricoles, cela permet de savoir s'il y a eu déficit ou excédent céréalier. Donc, pour le cas des années de 2017-2018, la production était déficitaire. Et à ce niveau, les statistiques ont prouvé que près de 53% des producteurs agricoles allaient avoir des difficultés pour pouvoir quelles sont les mesures qui ont été ils ont d'abord mis en place ce qu'on a appelé les boutiques témoins. L'ouverture des boutiques témoins, ce sont des boutiques en quelque sorte qui ont été ouvertes dans les zones à risque et qui permettent de vendre les céréales à prix subventionné. Donc, à partir des années 2018, ils ont changé la mesure parce qu'ils se sont dit qu'auparavant, dans le cadre de l'organisation de ces boutiques témoins, même les fonctionnaires et autres qui pouvaient s'acheter les céréales sur le marché allaient se ravitailler au niveau de ces boutiques témoins. Donc, ils ont changé la formule et les maires, les préfets sont appelés afin de pouvoir identifier les personnes vulnérables afin de pouvoir les venir en aide. Donc, en plus de ces boutiques témoins, pour les personnes indigentes, dans le cadre les personnes vivant avec un handicap, les veuves ou encore, comment on appelle ça, les personnes âgées, l'État leur octroyait des dons. Et là, ce n'est pas payé. On leur donnait des aliments gratuitement pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc, en plus de cela, il y a eu des politiques qui ont été mises en œuvre. Au niveau de ces politiques, je parlais tantôt de la lutte contre l'évasion des céréales. Donc, parfois, les commerçants agissaient sur les différents prix, étant donné qu'ils savent qu'il y a crise alimentaire et que l'État parfois est regardant au niveau des marchés sur les différents prix qui sont appliqués sur ces céréales-là. Ils préfèrent aller vendre les céréales hors du Burkina, donc, et avoir beaucoup de revenus. Donc, dans ce cadre-là, l'État intervenait pour les interdire de sortir avec les céréales du territoire. Donc, ce sont ces mesures qui ont été prises. Maintenant, à court et à moyen terme, il s'agissait surtout pour les producteurs qui n'arrivaient pas à se nourrir. S'ils n'arrivaient pas à se nourrir, cela allait être difficile pour eux de préparer la campagne agricole humide. Donc, il s'agissait pour eux également de leur octroyer les intrants céréaliers afin qu'ils puissent produire. Et au niveau de ces intrants, il s'agissait surtout des semences, il s'agissait des engrais, il s'agissait de mettre à leur disposition du matériel agricole pour pouvoir leur permettre de produire et de pouvoir l'année suivante avoir une meilleure productivité. Donc voilà en gros les mesures qui ont été qui sont prises. Mais au niveau de ces boutiques témoins, les prix sont abordables. Hein? Les prix sont abordables parce que si nous prenons pour un sac de 50 kilos de maïs, de mil ou de sorgho, cela coûte 6 000 francs.
Donc, sur le marché, c'est parfois le double ou parfois 2,5 fois le prix de ce qu'ils proposaient. Donc, c'est un prix quand même abordable pour la population. Mais dans une zone où j'ai eu à faire quelques enquêtes, là, dans une zone au niveau de la région du Nord, à Gourcy précisément, dans cette région-là, il se trouve que même ces prix subventionnés-là ne sont pas accessibles pour une certaine catégorie de personnes. Parce qu'ils sont tellement pauvres que même avoir les 6 000 francs pour acheter un sac de 50 kilos, c'est difficile. Donc, parfois, ils mettent en contribution 1 000 francs, 2 000 francs, ils s'achètent un sac de 50 kilos et ils se distribuent. Et également, il y a eu beaucoup de problèmes lors de la gestion de ces boutiques témoins parce qu'ils ont pris comme décision de pouvoir ravitailler au niveau de chaque boutique témoin 40 tonnes par mois, soit 800 000 sacs. Mais les agents de vente peuvent vendre par jour 200 sacs de 50 kilos. Donc, ça veut dire que quand on ravitaille la boutique de témoins là, en une semaine, il n'y a plus de céréales. Et il faut attendre encore le mois suivant pour avoir un autre ravitaillement. Donc, ça veut dire que l'État fait des efforts, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant au regard des populations qui sont dans la situation d'insécurité alimentaire. Merci beaucoup. Madame Zagré, j'ai vu que vous avez votre main levée, allez-y. Ok, en fait, je voulais rebondir sur le cas des boutiques témoins, parce que, bon, c'est vrai que ces boutiques témoins ont été vraiment mises à la disposition des populations indigentes, mais on se rend compte qu'il y a certaines personnes, ceux qui ont un peu plus le pouvoir d'achat. Donc, il y en a qui vont dans ces boutiques témoins et qui passent par des personnes indigentes pour prendre plus de sacs. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est un problème, ça fait que, comme elle l'a dit tout de suite, et au bout d'un certain temps, le stock est fini. Et maintenant, celles qui veulent réellement avoir les produits, lorsqu'elles viennent, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est peut-être un problème de gestion également qu'il faut essayer de voir. Voilà. Ouais. Et par rapport au propos de Madame Zara, est-ce que les différentes structures de gestion ne ralentissent pas aussi la procédure de gestion des crises? Voilà, c'était ma question aussi. Merci. D'accord. Ok, au niveau des différentes structures, c'est vrai, il y en a plusieurs. J'ai eu à énumérer un certain nombre depuis la période coloniale et la période de l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais à partir des années 90, on constate qu'il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées pour pouvoir gérer les crises alimentaires. Si nous prenons par exemple dans le cas du Conseil national de sécurité alimentaire, qui est le dispositif de gestion des crises alimentaires, ce dispositif s'appuie sur un certain nombre de structures. Si nous prenons rien que pour le côté de l'information, il y a près de 3 structures qui s'intéressent à la question de l'information. Donc, nous avons par exemple le plan d'action du système des systèmes d'alerte, le PASA-CISA ou encore le comité de coordination d'information de la sécurité alimentaire et autres. Toutes ces structures-là existent et leur objectif, c'est de pouvoir rassembler les différentes informations. Et parfois, les informations arrivent au niveau du comité de décision et les informations sont parfois contradictoires et parfois ça pose des problèmes entre l'État et les PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers qui parfois interviennent dans le déstockage du stock financier et autres. Donc, cela ralentit ou encore retarde la mise en phase opérationnelle de ces structures et parfois, même si on dit que dans telle région, il y a un besoin urgent de céréales à partir du mois d'avril, la longue procédure va faire que les céréales vont arriver soit au mois de mai ou encore le mois de juin. Donc, c'est dû à la lourdeur administrative qu'il y a derrière tout ça,
et qui fait que cela ne facilite pas en quelque sorte la prise de décision facile au niveau de l'État burkinabé. Voilà, merci. Merci. Ma collègue, juste à côté de moi, une question pour vous. D'accord. Bonjour, merci beaucoup encore pour la présentation. Moi, je me posais la question de s'il y avait eu en fait des émeutes ou des mobilisations suite à certaines crises alimentaires qui avaient engendré des revendications spécifiques des populations, peut-être dans certaines régions. Et si c'est le cas, quelles ont été les revendications en fait en termes de gestion des crises alimentaires, s'il y a des populations qui ont préféré certaines solutions qui avaient été proposées par le gouvernement ou si elles ont demandé à ce que d'autres solutions d'urgence ou de solutions de long terme soient mises en place. Donc un petit peu quelle était, si vous aviez un petit peu des données qualitatives sur quelles étaient en fait la vision des populations, enfin l'opinion des populations sur les structures mises en place, structures de gestion mises en place. D'accord, des émeutes en tant que telles, il n'y en a pas eu, mais il y a eu des organisations en quelque sorte syndicales et autres qui ont eu à poser un certain nombre de revendications. Nous avons par exemple le cadre stratégique de la vie chère qui a existé et continue d'exister de nos jours parce que tout simplement, pendant les périodes de crise alimentaire, les céréales coûtent très, très cher sur le marché. Donc, il pose un certain de revendications, surtout à l'État, de pouvoir contrôler un tant soit peu les différents prix et de pouvoir gérer surtout les populations indigènes pour qu'ils puissent avoir à manger. Sinon, des émeutes en tant que telles qui ont conduit à des débordements, il n'y en a pas eu tellement. Mais c'est surtout dans ce cadre-là qu'on a pu avoir ces différentes revendications. Et maintenant, qu'est-ce que l'État a pris comme décision? Parfois, sur les marchés, il y a des contrôles qui sont inopinés, qui sont faits dans les différents marchés afin de voir si les commerçants n'augmentent pas exagérément les différents prix sur les marchés. Sinon, en tant que tel, il n'y a pas tellement eu d'action dans ce cadre-là. Sinon, l'État, en tout cas, intervient dans les différentes zones à risque. Si nous prenons Ouagadougou, Ouagadougou, c'est une zone à risque parce que ce n'est pas une zone de production, c'est surtout une zone de consommation. Donc, il faudrait qu'il y ait un excédent quelque part au Burkina pour qu'on puisse transférer à Ouagadougou. Mais s'il n'y en a pas, bien sûr, il y a des mesures qui sont prises également, par exemple, faciliter les importations céréalières pour pouvoir rendre disponibles. Mais on ne peut pas tellement agir sur les prix de certaines céréales, surtout le riz qui coûte un peu cher au Burkina, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du maïs ou encore du mil ou du sorgho. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Oui, merci. Une question qui ne peut pas être bizarre. On est au Nigeria et ici, il y a le succès, comme dans certains pays voisins, des nouilles lyophilisées originaires d'Indonésie, indomie. C'est nouilles chinoises. Est-ce que vous avez, j'ai malheureusement pas eu la chance de me rendre au Burkina encore, mais est-ce qu'il y a ce genre de produit qui n'est pas cher, qui permet de nourrir beaucoup de gens, importés, qui est largement importé et qui est finalement pas cher? C'est des nouilles lyophilisées, vous voyez, c'est des nouilles, on verse de l'eau bouillante dessus et hop, on a des nouilles. Vous voyez ce que c'est? Je vais monter un petit business, alors je pense que je vais monter un business pour ça. Ici, c'est un succès, c'est vraiment quelque chose. Je ne vois pas tellement. Des nouilles chinoises. Oui, c'est des nouilles chinoises en gros. Alors ici, il y a d'Indonésie. Oui, ben c'est ce que nous importons surtout de la Chine, là, c'est surtout le riz. Hein? C'est surtout le riz que les gens consomment ici. Donc, c'est surtout ça qu'on importe. D'accord. Les nouilles, bon, je n'ai pas tellement connaissance. D'accord, moi c'est super factuel. Une petite question, on m'a posée. Alors, je viens du bord de la mer. Alors, je sais que Burkina n'est pas au bord de la mer, mais je sais à quel point la pêche est importante. Ici, vous avez parlé rapidement, alors sans vous faire refaire une dissertation sur la question. Quelle est l'évolution des pratiques favorisant la pêche ces dernières années? Comment est-ce que l'État encourage la pêche ou est-ce qu'il y a des mesures publiques qui encouragent la pêche? C'est vrai qu'au niveau de la pêche, là, il y a des pratiques qui sont encouragées par l'État.
Je crois que ces pratiques-là ont été accompagnées par la Chine, Taïwan. Voilà, donc ils ont permis à certains producteurs de mettre en place des bassins, de pouvoir élever eux-mêmes les poissons et de pouvoir les utiliser dans le cadre du commerce. Donc, c'est vrai qu'il y a un ministère qui est dédié aujourd'hui au niveau de cette question-là. C'est vrai que je ne me suis pas tellement intéressée à la question de la pêche en tant que telle, mais de part et d'autre, ce que je peux voir au niveau des médias et autres, il y a une politique en tout cas qui est faite pour pouvoir accompagner les producteurs dans le cadre de l'élevage de poissons. Donc, surtout dans la zone de Bagré. De Bagré, il y en a. Et également, présentement, à Samandini, voilà, l'un des grands barrages qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Donc, on accompagne les différents pêcheurs dans ce sens-là. Merci, madame. Je crois que je vous ai peut-être posé la dernière question, à moins qu'une dernière personne veuille en poser une. Non? Écoutez, merci beaucoup. Laissez-moi vous remercier. Je crois que... Merci beaucoup. Je vous en prie. On est ravis d'avoir pu tenir cette séance après la dernière fois. Oui, plaisir partagé. Sinon, la dernière fois, j'étais un peu découragée. Hein? Non, mais bon, merci d'avoir bien avoir voulu la refaire avec nous. Comme vous disiez, tout ceci sera enregistré et nous allons essayer de faire un effort pour les mettre en ligne le plus rapidement possible. Alors, ce sera fait d'ici la fin juillet, je pense, au maximum. Bon, bien sûr, on vous tiendra au courant. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui la première intervenante de la seconde session de notre séminaire de recherche, Madame Zagré. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, très bien, nous avons très bien. Donc, je serai. Voilà la connexion. Voilà la connexion. Donc, je vais voir le lien d'ici là. Je vous donnerai le thème d'ici là. Parfait. D'accord. Parfait, voilà. Parfait. Et je tiens à tous vous remercier. Écoutez, je suis content de vous avoir rencontré, même 100 personnes. Thomas Hubert aussi, content de vous rencontrer aussi. Si vous voulez, n'hésitez pas à revenir. D'accord. Je reviendrai. Non, au contraire, c'est très bien que les doctorants viennent et c'est très important, je trouve. Donc, merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, tous, n'hésitez pas à nous les poser. On serait ravis de. Si vous avez besoin d'échanger les adresses email aussi. D'accord. Donc, je me demandais, est-ce que ce serait possible d'avoir un papier disant qu'on a pu participer à ce séminaire? Bien sûr. Bien sûr, envoyez-le nous, je serais ravi de l'écrire et voilà, de confirmer que vous avez bien fait ce séminaire. En plus, une fois qu'il sera enregistré, c'est presque, pour le prouver, c'est facile, hein, ce sera en ligne. C'est ça. Voilà. Oh, oui. voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup d'avoir pu me donner l'occasion de le présenter. J'ai appris beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.